De retour dans la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, ce soir, nous recevons des membres de l'association Lamoubayo, en l'occurrence Claire Cécilia, la présidente. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Et vous êtes en compagnie de Jean-Luc Romana, membre fondateur et porte-parole de l'association Lamoubayo. Bonsoir Monsieur Romana. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe qui nous écoute. Et bonsoir également à Monsieur Henri Tézénas, un autre membre fondateur et militant actif de l'association Lamoubayo. Bonsoir Monsieur Tézénas. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe, bonsoir tout le monde. Et on peut dire aussi bonsoir aux ancêtres. Bonsoir surtout aux ancêtres et bonsoir aux compatriotes. Alors avant d'expliquer effectivement ce qu'est l'association Lamoubayo et dans quel but vous œuvrez, apparemment vous avez une petite tradition, à savoir déjà édicter votre charte, donc on vous écoute. Tout à fait. La charte, je commence en créole, d'avoir allé tout aller dans jouk à l'esclavage, d'avoir ça qui était bon pour nous, pas était bon pour eux, d'avoir fermé l'esprit à eux dans un panier à crabe, apprendre pour à dans un panier à crabe pour yon apprendre à manger l'autre, d'avoir les nous qu'à chercher un côté pour faire nous songer yo, nous commander hola, d'avoir l'esprit à yo qu'à dériver en tout pays, en tout pied bois, pas d'avoir respect nous pas ni bayo, d'avoir songer yo pède en fond à mémoire à pépa nous, Lamoubayo, d'avoir un mi-temps diffé à l'esclavage, yo fait monter en lumière, yo qu'a crié résistance et liberté, d'avoir yo qui allé chercher en vente à la création toute zèle et décadente à vie en nous, d'avoir yo qui rivait tout fiel à la souffrance en musique vocale à la cadence, d'avoir plus mettre qui met à yo, c'était l'amour. Et c'est comme ça, pas d'avoir yoté, ça yoté, nous pédi, jodi jour, nous c'est nous. Respect pour yo, à présent, nous petit à esclaves, nous mettez-nous d'accord pour nous faire tout le monde songer, ça yo pas doit être jamais oublié. Lienage et puis yo marqué en chimée à l'ombrique à nous, à dans en seule voix nous pèse ça lever tête à nous haut et crier en force et respect et dignité pour yo devant sanctualité à l'Éternel. Force banou, Lamoubayo, c'est respect pour nous et force banou. Lamoubayo, c'est respect pour yo et force banou. Donc, le cadre est posé. Lamoubayo, l'amour pour ceux qui se sont battus, l'amour pour ceux qui étaient là avant nous. Mais pourquoi avoir créé cette association ? Alors, l'association Lamoubayo, c'est une association qui a d'abord été créée par un groupe de Mouliens et qui ensuite s'est élargie à des personnalités de la Guadeloupe entière. C'est une association donc, qui a pris naissance à partir d'une réflexion que ce groupe a menée autour des fouilles qui ont été faites au cimetière de l'Anse-Sainte-Marguerite au Moule, où 272 sépultures sont sorties du ventre de la terre, si je puis dire. Et ces 272 sépultures représentaient à peu près 60% d'adultes et 40% d'enfants. À partir des fouilles, un certain nombre d'études ont été conduites et donc ces études ont mis en lumière qu'il s'agissait de personnes qui avaient vécu l'esclavage. Donc, on remontait donc à la période esclavagiste. Et donc, scientifiquement, il a été démontré que les sépultures qui ont été retrouvées à l'Anse-Sainte-Marguerite sont des sépultures, ce sont des ossements
qui ont appartenu à des personnes, comme je disais, qui ont été victimes de l'esclavage. Mais ces personnes, c'est qui? Voilà la première interrogation que l'association Lamoubayo a formulée. C'est qui ces personnes-là? Eh bien, ce sont nos parents. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont été mis en esclavage, ont travaillé sur la terre de Guadeloupe. Les conditions, on les connaît, et qui sont morts sur la terre de Guadeloupe. Ils ont fait des enfants, et nous sommes les héritiers de ces personnes-là. Il se trouve que lorsqu'on parle de nos parents qui ont été victimes de l'esclavage, on a souvent l'habitude d'utiliser le pronom « on », un pronom qui est indéfini. Et ça, c'est quelque chose qui, à Lamoubayo, nous a profondément gênés. Et ce « on » indéfini vient aussi du fait que notre histoire, on ne la connaît pas si bien que ça. Et l'une des volontés de l'association Lamoubayo, c'était peut-être très ambitieux, c'est de faire connaître à l'ensemble de la population guadeloupéenne son histoire. C'est cela. Et lorsque on fait la démarche de rencontrer notre histoire, on rencontre nos parents. Et en rencontrant nos parents, la question de la filiation se pose. Et c'est la deuxième question. Nous sommes affiliés, à laquelle, évidemment, l'association Lamoubayo a souhaité répondre, c'est que nous sommes en affiliation avec nos parents. Il faut que nous soyons en affiliation avec nos parents qui ont vécu le martyre de l'esclavage. Et donc, quand on parle d'eux, on parle de notre famille, on ne parle pas de « on ». Et tout l'exercice... C'est pas qu'on mette une espèce de distance entre nous et justement nos ancêtres? Absolument. L'idée que l'association, qui est une idée très forte, c'était de diminuer, d'abolir la rupture que l'on met lorsque nous parlons déjà de la période de l'esclavage, mais lorsque nous parlons aussi de nos parents. Ce sont nos parents. Et puisque ce sont nos parents, nous devons les honorer. Et donc, l'association Lamoubayo a décidé de mettre en place un certain nombre de manifestations qui n'avaient d'autre rôle que d'honorer la mémoire de nos parents qui ont été victimes de l'esclavage. Et oui. Alors, pour vous qui portez un tel projet, il y a des cimetières justement qui regorgent d'histoire et qui sont littéralement laissés à l'abandon. On a par exemple un cimetière sur Saint-François, par exemple, sur le littoral à Raisin-Clair, qui est en train qui est laissé à l'abandon et qui va se perdre à terme. Comment vous appréciez le fait qu'on ne fasse rien et est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait peut-être... C'est un des combats. C'est un des combats de l'association Lamoubayo, c'est de faire en sorte que les lieux de mémoire soient réhabilités. Alors, on ne pourra pas tout faire. Malgré le fait quand même que nous soyons en liénage avec d'autres associations, nous avons été en liénage avec la mairie de Saint-François lorsqu'il s'est agi de la découverte du cimetière de Raisin-Clair. Et nous serons toujours à côté de toutes les initiatives qui seront prises dans le sens de l'ADN de Lamoubayo, qui est d'honorer nos parents victimes de l'esclavage. En tout cas, pour ce qui concerne le moule, puisque c'est quand même là que l'association... Vous avez quand même réussi à préserver tout ça. Voilà, c'est là que l'association donc a pris naissance. Et l'idée pour nous, et M. Romana va en parler de façon plus détaillée, mais l'idée pour nous, c'est de faire du cimetière de l'Anse-Sainte-Marguerite un lieu de mémoire où les gens, les Guadeloupéens, les personnes qui auront envie de se recueillir quelque part pour honorer la mémoire de son parent pourra y venir. Alors avant d'en venir au cimetière en lui-même, M. Romana, l'importance de la mémoire.
Parce que Madame disait tout à l'heure qu'on maîtrise pas très bien notre histoire. On ne connaît pas bien notre histoire. Mais elle a été narrée effectivement principalement par un camp. On ne sait peut-être pas sur quoi on doit mettre l'accent. Donc quand on parle de mémoire, vous voyez quoi exactement dans la mémoire? Alors, ce que je voudrais dire, c'est, avant de répondre à la question directement, c'est de dire que, au final, l'association Namoubayo, comme l'a dit fortement, clairement la présidente, c'était de faire comprendre que les esclaves, je ne sais pas qui... Oui, où est-ce qu'il est? Tu peux couper, hein? Allez-y, monsieur Romain. Oui, parce que les esclaves dont on parlait, je me souviens de ça en 2004-2005, les esclaves, ces êtres un peu à part dans notre imaginaire, on avait l'impression qu'il y avait d'un côté les esclaves, de l'autre côté nous. Et qu'entre eux et nous, il n'y avait pas de relation. Et c'est vrai que jusqu'alors, on n'avait pas la mémoire familiale de ces gens-là, comme on dit. Souvent, on aurait pu penser que les esclaves, ce sont des Mauriciens. Ont-ils, à la limite, existé? Quelle relation que nous entretenons avec les esclaves? Eh bien, ce qui fait la singularité de notre approche, c'est de dire, ces gens-là dont on parle, ces gens-là dont la trace est nulle part, et en même temps, partout, parce qu'on en parle, mais on ne sait pas vraiment où ils sont, dont on n'a pas la mémoire claire et précise, ces gens-là, eh bien, Claire l'a dit, ce sont nos parents. Et je crois qu'en le disant, et ce soir, devant les téléspectateurs qui nous écoutent, ils peuvent se dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est a dit? Qui Jean c'est a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Mais la première mémoire à avoir, c'est de comprendre que ces gens-là, ils sont inscrits dans notre parenté. Et jusqu'à une magnifique découverte, en tout cas un travail exceptionnel qui a été fait pour retrouver la liaison entre eux et nous, le pont entre ce que nous sommes, nous portons des noms. Nous avons une famille, nous avons des grands-pères, nous avons des arrière-grands-pères, des aïeux, mais à un moment, on arrivait à 1848. Et on se disait, boum, mais on ne peut pas aller plus loin, on n'a pas l'information. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Où sont ces parents-là? Et quelle relation que nous avons avec eux? Vous savez, par exemple, il y a des familles ici, notamment les familles descendant des colons, n'avaient pas de problème, parce ils avaient la mémoire familiale de leur... Ils avaient toute leur affiliation. Mais nous, on avait un mur, le mur de 1848. Eh bien, ce mur de 1848, il a été cassé dans les années 2000 par un formidable travail fait par une association, le CM98, et qui a fait ce qu'on appelle le livre des noms. Et surtout, je le dis aux Guadeloupéens qui nous écoutent, qui peuvent l'utiliser tout de suite, ils ont mis en place une interface numérique, un site qu'on appelle enchoucage.org, où nous pouvons aller rechercher nos parents d'avant 1848. Donc avant 1848, nous existions ici, en Guadeloupe. Ce ne sont pas des Mauriciens qui existaient, c'est nous, c'est nos parents. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 1848, voyez-vous, on a dit aux Guadeloupéens, puisqu'on parle de mémoire, d'oublier ça, d'oublier leurs conditions d'esclaves. Et on a introduit en Guadeloupe ce que j'appelle un régime mémoriel qui a fait dire que nous sommes les enfants de la République française. Rien à voir avec les gens qui sont passés avant. Et on nous a donné ce que j'appelle un animal totémique nouveau, un père fondateur nouveau, au-delà de la République, symbolisant la République, c'est Victor Schellcher. Donc, en gros, cette politique-là nous a fait oublier. On a organisé l'oubli. Et ce qui est terrible, c'est que cet oubli n'a pas été un oubli spontané. Ça a été le fruit d'une politique définie, une politique qui a construit chez nous, franchement, une amnésie collective, une perte de mémoire de cette période-là. Certains pensent justement qu'on a mis certaines personnes en avant, certains personnages en avant, plus que d'autres pour éviter justement qu'on arrive à se retrouver sur une certaine histoire commune. On a eu Schellcher qui a amené la division, on a la mulâtresse Solitude qui amène une division parce qu'on ne sait pas si elle a existé ou pas, alors que on a des cimetières par exemple, on a des lieux de vestiges, on a des lieux chargés d'histoire, mais qui ne sont pas forcément mis en avant. Tu vois, Harold, je veux continuer. J'entends ce que tu dis, mais je veux continuer. Nous pourrions le faire tous ici sur la table. Moi, tu vois, par exemple, je m'appelle Romana. Il faut être concret. Dans ma famille, la mémoire familiale, chez nous, ça arrêtait un petit peu à 1848. Et avant, c'était un peu trouble. Donc, on inventait des histoires. Mais vois-tu, c'est très simple.
Moi, le 14 septembre 1848, ce que je sais, c'est qu'une femme nommée Juliette, qui avait un numéro de matricule 9223, et son enfant, Volange, qui avait un numéro de matricule 9218, sont venus à la mairie du Moule, le 14 septembre 1848, et le maire de l'époque, Jean Monero, leur a octroyé le nom patronymique de Romana. Tu comprends? Ça veut dire que, quelque part, et c'est la même histoire pour mon ami Henri, la même histoire pour Claire, mais Harold Sandu, la même histoire pour toi, et la même histoire pour beaucoup de Guadeloupéens. C'est-à-dire qu'on nous a donné des noms en 1848. Il faut comprendre que ça a été un décret de la Deuxième République qui a octroyé des noms, parce qu'il fallait créer une forme de citoyenneté pour affilier les anciens esclaves, entre guillemets, à la République. Ils devenaient citoyens français. Donc, oubliez votre passé, vous devenez citoyen français, et de ce fait, vous avez, à travers cette politique-là, une dette éternelle vis-à-vis de la République française. Donc, vous voyez, ce travail de mémoire a été une tragédie. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est fini, Harold. On ne pleure plus, on est fiers de ce qu'on est. Et au final... Mais il y a encore beaucoup de boulot. Mais on est là pour ça. C'est notre travail. C'est notre travail. Mais je crois qu'il faut bien retenir ça. Les Guadeloupéens doivent comprendre qu'en 1848, plus de 57 000 personnes ont été nommées. D'accord? Ce fut un décret qui a été pris par la Deuxième République en France. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus avec leur numéro matricule, leur prénom, il n'y avait pas de nom. Je dis ça pour les enfants, par exemple. Nos parents qui étaient esclaves n'avaient pas de nom. Ils n'avaient pas de civilité. Leur civilité était réduite, parce que leur humanité n'avait pas été reconnue. Ils ont connu un processus de déshumanisation. Et ce processus de déshumanisation se matérialisait notamment par le fait qu'ils n'avaient pas de nom. Ils étaient l'esclave de tel propriétaire. Donc, le nom de leur propriétaire. Pas forcément, ils ne portaient pas le nom d'un outil aussi. Ils portaient un prénom. Ouais. Ils avaient, à la fin des années 30, 1830, on leur a octroyé un numéro matricule. Ça veut dire qu'une fois qu'on a eu cette connaissance-là, on a fait la relation entre les noms que nous portons et le processus de nomination. Donc, les Guadeloupéens qui le souhaitent, qui nous regardent ce soir, et qui veulent savoir quelles sont leurs ascendances, et pour certains, dans quelle habitation leurs parents ont été victimes de ce crime contre l'humanité, ils peuvent le faire en tapant tout simplement sur leur portable, en choucage.org, taper le nom de leur famille, et ils vont voir se dérouler l'histoire, une petite histoire familiale. Alors, je veux finir cette partie-là en disant, c'est ce que nous appelons, nous, à Lambayo, la clé généalogique. La réaffiliation passe par cette connexion entre nous, descendants et arrière-petits-fils de ces gens qui furent victimes de l'esclavage colonial. Donc vous pensez que ne serait-ce que pouvoir mettre un nom sur notre ancêtre, déjà à partir de 1848, puisque c'est là que le décret est paru, comme vous l'avez dit, donc il est important de pouvoir déjà mettre un nom sur son ancêtre. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut réinscrire nous réinscrire nos aïeux dans notre parenté. Et pour faire ça, il faut trouver le lien entre nous et eux. Et ce lien-là a été trouvé justement par un formidable travail aux archives nationales. En Guadeloupe aussi, il y a des gens qui avaient commencé à faire ce travail-là, mais qui a été systématisé par cette association et que nous, on reprend et qu'on promotionne, parce qu'on sait très bien, et beaucoup de Guadeloupéens, lorsqu'ils retrouvent leur aïeux, je peux te dire, Harold, que des fois j'ai vu beaucoup de nos compatriotes pleurer, parce qu'ils ont eu le sentiment de retrouver quelque chose qui leur manquait. Parce qu'il faut le dire, l'objectif c'est de nous apaiser et que cette histoire passe. Et pour ça, il faut faire ce qu'il faut. Et le premier acte que nous proposons, du point de vue mémoriel, c'est la réaffiliation, le processus symbolique de réaffiliation avec nos aïeux. Donc il y a la réaffiliation d'un côté, il y a aussi la mise en valeur de sites comme le cimetière de Sainte-Marguerite. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot déjà sur son importance sur le territoire moulien déjà? Parce que je pense que tout le monde a connaissance. Moule, c'est très chauvin par là, très guadeloupéen. Donc je pense que tout le monde est un petit peu au courant. Donc c'est quoi l'avis de la population sur le cimetière de Sainte-Marguerite? Au fait, je pense que les Mouliens se rendent compte de l'importance de cette cimetière par rapport, comme il a dit mon ami Jean-Luc, depuis 2005, on a commencé un travail de fourmi, mais qui était très costaud, en profondeur, et qui a permis aux gens de comprendre certaines choses que, au fait, on vivait avec ça, mais on l'ignorait.
Je vais vous expliquer une histoire, c'est que sous la plage de Sainte-Marguerite, il y a énormément de maisons qui sont construites au moule. La matière première, qui est la sable, a été piquée par là pour pouvoir construire des maisons. Donc, il veut dire que les gens, à un moment donné, forcément, avaient je pense, des ossements. Et les gens ne savaient pas. Et maintenant, par notre démarche qu'on fait actuellement, les gens prennent beaucoup de soins et de précautions de la plage Sainte-Marguerite. C'est fou ce que vous nous dites, hein, c'est que quand on ne sait pas, effectivement, on peut venir prendre du sable. Non, plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant, mais à l'époque, c'était ça. Pris les ossements. Tout à fait. Parce que même, je ne sais pas, il y a des maisons qui sont datées d'une certaine époque. Il fallait trouver la matière première pour faire ces maisons-là. Donc, il fallait trouver de la sable. Donc, je pense qu'à travers notre démarche, et même bien avant ça, et la manière dont on communique par rapport à la présidente et tous les membres de l'association, on fait un travail qui est très important, pas que pour les Mouliens, je pense que pour la majeure partie des Guadeloupéens. Donc, préservation, il faut le préserver à tout prix. Tout à fait. Tout le monde est d'accord là-dessus? Tout le monde est d'accord, tout le monde est partant pour faire ce qu'il faut pour au moins préserver l'espace, pour au moins aussi, les gens se sont déjà appropriés l'espace pour faire, je dirais, la sécurité de l'espace. Hein, et donc, on peut que dire que ça va dans le bon sens. Donc, on est fiers de notre travail. Et on continuera à faire notre travail. Par le biais de ce qu'on vient de faire chez vous, nous permettra de toucher encore plus de personnes. Alors, vous nous disiez qu'il y avait des fouilles qui avaient été réalisées. Est-ce qu'elles se poursuivent ou est-ce que ce travail est révolu? Alors, pour l'instant, les fouilles ont été suspendues puisque l'échantillon qui a été comment je vais dire, l'échantillon qui a été exhumé est suffisant pour pouvoir conduire les études nécessaires, mais il existe encore dans certaines parties du cimetière des ossements qui n'ont pas été fouillés. Mais pour revenir un petit peu à la question que vous avez posée concernant le lieu de mémoire, c'est vrai que pour l'instant, si vous venez sur le cimetière, il n'y a rien qui le matérialise. Donc, l'un des combats de l'association L'An-Moubayo, c'est de faire de l'Anse Sainte-Marguerite un vrai lieu de mémoire où les gens seront fiers d'aller. Un lieu qui sera représentatif de ce qu'est nos aïeux, parce que pour l'instant, il est parsemé de ronces. Il est méconnaissable. Donc pour vous, il faut aménager le site. C'est un site qui doit être, c'est le combat de L'An-Moubayo, qui doit être aménagé de manière à ce qu'il devienne un lieu de mémoire digne de ce nom. Ou, comme on disait tout à l'heure, on a tendance à se répéter, mais c'est très important pour nous, parce que ça participe aussi de l'appropriation de la population guadeloupéenne de son histoire. C'est très important d'honorer ce lieu-là, et par là même d'honorer nos parents et de leur dire merci, parce que sans eux, nous ne serions pas là. C'est un peuple qui s'est battu. Et c'est un peuple qui a été suffisamment résilient pour que nous soyons aujourd'hui ici et que nous soyons ce que nous sommes. Et pour terminer, je vais dire, c'est important que le Guadeloupéen puisse avoir un lieu pour se retrouver, parce que ça participe aussi de sa propre résilience, ça participe de son apaisement, ça participe de sa rencontre avec son histoire, de sa rencontre avec son aïeul. Et on dit de façon très, très commune que quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître, de connaître son histoire ne peut pas se construire. Et donc l'association L'An-Moubayo participe aussi de la construction du Guadeloupéen, tout simplement. On se quitte pour une page de publicité et on revient avec nos invités en plateau.
De retour dans le Focus, nous sommes toujours en présence de Claire Cécilia, présidente de l'association L'Amoubayo. Nous avons également Jean-Luc Romana, membre fondateur et porte-parole de l'association, ainsi que Henri Tézénas, membre fondateur et militant actif toujours au sein de L'Amoubayo. On parlait effectivement du cimetière donc, de Sainte-Marguerite que vous souhaitez voir réhabilité. Parlez-nous des particularités justement de ce cimetière, puisque vous y tenez réellement. Il doit y avoir des raisons, forcément. Mais tout à fait. Claire l'a dit tout à l'heure, je pense que le cimetière des esclaves de Sainte-Marguerite est l'ADN de l'association L'Amoubayo. C'est-à-dire que pourquoi on tient beaucoup à ce lieu-là? Les cimetières dans l'histoire des hommes ont un rôle important. Ce sont des lieux où on se recueille. C'est des lieux où on fait le deuil des êtres chers qu'on a perdus, où on dépose la souffrance à travers les rituels d'enterrement, ou alors les rituels où on revient à chaque année sur les tombes. Et puis, donc, on laisse je dirais, la souffrance. Mais les cimetières sont des lieux où on se rappelle des parents. C'est des lieux où on vient avec les enfants. Quand on va à la Toussaint, on raconte les histoires de la famille. Lieux où il y a des échanges intergénérationnels très importants. C'est sans doute des lieux où c'est de plus en plus le moment où l'ensemble de la famille se réunit. Parce qu'on est tellement en dispersion. Mais c'est vrai que pour la Toussaint, on ne va pas dans les cimetières d'esclaves. Alors, justement, je voudrais faire cette remarque à l'ensemble de nos auditeurs qui nous regardent, les Guadeloupéens qui nous écoutent. En fait, les cimetières dans lesquels nous allons à la Toussaint, ils contiennent qui? Ils contiennent nos parents, une partie de notre génération. Ils contiennent pour certains des grandes familles avant 1848, soit des familles de planteurs, soit des familles de libres de couleur. Mais ils ne contiennent pas de population réduite en esclavage. C'est que pendant l'esclavage, il y a eu une séparation radicale. On considérait que certains pouvaient être enterrés dans les cimetières paroissiaux, certains des fois sous les habitations, mais que les esclaves, eux, il fallait les mettre dans des cimetières bien à part, puisqu'ils n'étaient pas des hommes comme tous les autres. Eh bien, vois-tu, Harold, les cimetières, au final, de nos aïeux esclaves, qui représentent, il faut bien avoir ça en tête, depuis 1640 jusqu'à 1848, pratiquement une vingtaine de générations, ont disparu de la surface. Ils ont été effacés par l'histoire. Et la question qui est posée, c'est quelles conséquences cela a sur notre mémoire, à nous, descendants de ces gens-là. Où peut-on leur rendre hommage s'il n'y a aucun lieu où on peut venir se recueillir sur leurs dépouilles? Premier point. Cela crée un trouble mémoriel. Ce n'est pas l'objet du débat de ce soir, mais il faut qu'on se pose cette question. Sans doute sommes-nous une des communautés humaines qui avons ce problème-là, où nous avons une partie la plus importante de notre parenté pour laquelle nous ne pouvons pas nous recueillir. Deuxième chose importante, nos parents qui ont été pendant l'esclavage, réduits en esclavage, n'ont pas été lettrés. Ils n'ont pas, parce qu'ils étaient esclaves, parce qu'on leur a retiré, on les a déshumanisés. Eh bien, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Ils n'ont pas laissé de traces. Ils n'ont pas laissé de traces, ils n'ont pas raconté leur histoire. Et lorsque, par un hasard de la géographie et du climat, en 1997, sur les sables de l'anse Sainte-Marguerite, on a retrouvé des ossements. Au départ, on se dit que ce sont des Amérindiens, puisque l'archéologie pensait que c'était des Amérindiens. Voilà, c'était la tradition. L'archéologie coloniale n'était pas développée à ce point, à ce moment-là. Et avec un travail remarquable, je le dis, parce que l'Amoubayo a cet ADN aussi, c'est de fonder son discours sur la science. Avec un travail remarquable mené par les archéologues sous la direction de Patrice Courteau, qui est un archéologue remarquable de l'Université de Bordeaux, avec ses collègues de l'INRAP de Guadeloupe, je pense en particulier à notre ami Thomas Romont. Ils ont fait un travail remarquable, mais vraiment remarquable. Et ils ont démontré scientifiquement que là, c'était un cimetière de gens qui étaient dans une situation de dénuement. Ils ont étudié, comme l'a dit Claire, 272 sépultures, 66 enfants, 166 adultes. Souvent des enfants, donc un taux de mortalité infantile très important, des adultes, de jeunes adultes, avec des maladies terribles. La tuberculose osseuse, par exemple, des membres complètement déformés,
des dents abîmées, très largement abîmées, beaucoup de squelettes édentés. Bref, ils ont relevé des stress osseux parce que les gens vivaient le martyre de l'esclavage. Ça nous permet d'étudier en même temps. Ça nous permet cette d'étudier période. et ça nous permet surtout de faire de ces sépultures le livre ouvert de la vie de nos aïeux. Qui n'ont pas pu laisser de traces écrites. Et là, les Encore traces pas. sont palpables parce qu'en règle générale, on parle des esclaves, on ne sait pas où ils sont. À tel point que lorsqu'ils ont découvert le cimetière d'esclaves, les gens disaient mais non, ce n'est pas des esclaves, c'est des gens qui ont échoué. Par des, je sais pas, on refusait de reconnaître cela. Mais la science est passée, elle a dit son message. Nous savons aujourd'hui que ce sont nos aïeux. Alors retenez bien, je m'adresse maintenant aux Guadeloupéens pour qu'ils comprennent la chose. Nous avons à cette Marguerite, la science a exhumé 272 sépultures, je viens de le dire. Cette collection, entre guillemets, d'ossements de sépultures constitue, retenez bien ce mot, la plus grande collection de population servile des Amériques étudiée par la science au monde. C'est donc, je le dis, un trésor scientifique remarquable qui raconte l'histoire de nos parents. Et que nul ne peut aujourd'hui remettre en cause ce fait-là. Oui, ici, dans ce pays, des hommes et des femmes ont subi l'esclavage, ont subi les maltraitances, ont vécu dans un enfer. Cela est inscrit sur leurs ossements. Et donc, par conséquent, nous, la Moumbayo, on a décidé, et c'est vrai que ça nous a porté, on porte ce message-là. Oui, c'est eux qui sont là. Honorons leur mémoire. On leur doit cette reconnaissance de l'humanité, on leur doit ce travail de mise à l'honneur. Et c'est ce que nous faisons. Alors, ce que je veux dire, Harold, c'est que la Moumbayo, Claire l'a dit, souhaite mettre ce site en valeur. Et nous sommes battus depuis 2005. L'an prochain, ça fera 20 ans qu'on marche et qu'on réclame une mise en valeur du lieu de mémoire de cette Marguerite. On voit que c'est un lieu qui est de caractère international. Et pourtant, il est dans un état de total désœuvrement. On est même obligé de se poser la question, que nous ont-ils fait, n'est-ce pas, pour les laisser dans un tel état de dénuement? Notre responsabilité, nous, génération de la Moumbayo, enfin militants de la Moumbayo, c'est de nous battre pour qu'on les reconnaisse et qu'on valorise ce lieu-là. Et donc, nous avons marché, nous avons beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, nous sommes fiers du travail de la Moumbayo. Et ce travail nous amène aujourd'hui à dire qu'après avoir beaucoup discuté avec les diverses autorités, nous avons été extrêmement et agréablement surpris que le président du conseil départemental de la Guadeloupe, Guy Losbar, a décidé de faire de ce lieu-là un parc mémoriel. Et tout pour dire les choses très clairement, de se positionner comme de faire un parc mémoriel, mais pour ça, il faut maîtriser le foncier. Et le conseil départemental a décidé, sur l'égide de son président, d'acheter les lieux. Donc il se porte acquéreur, vraiment. Absolument. Et d'en faire un lieu remarquable. Ça nous permettra d'avoir la maîtrise du foncier, cela nous permettra de lancer un appel à projet, et cela nous permet désormais d'entrevoir la suite des études. Et je vais vous le dire, je le dis à la population qui nous regarde, la mémoire de l'esclavage, ici, c'est quelque chose de sérieux. Il faut la fonder en science. C'est pour cela que nous souhaitons, et je pense ce qui va se faire, continuer les études. Nous ferons des études génétiques. Parce que vous voyez, on a découvert que dans les tombes, il y avait plusieurs squelettes. Sont-ils des parents ? Donc il faut le prouver, cela est possible en génétique, on va le faire. Et puis on va étudier le régime alimentaire, par exemple, de nos aïeux, à travers des études très spécifiques sur ce qu'on appelle les études isotopiques, pour analyser les types de repas, les types d'aliments que les gens utilisaient à l'époque. Donc nous sommes dans une période très importante. C'est pour ça que je pense que les Guadeloupéens doivent venir avec nous. Parce qu'il ne s'agit pas de la Moumbayo, il s'agit de leur famille, de rendre hommage à leur famille et d'avoir un lieu de mémoire, un vrai, celui qui a été témoin de crimes majeurs contre l'humanité des hommes et des femmes de ce pays. Donc, satisfaite effectivement de cette nouvelle, on imagine ? Absolument. Absolument. L'association Moumbayo se bat, comme disait M. Romana tout à l'heure, l'association se bat depuis maintenant 20 ans pour faire reconnaître l'Anse Sainte-Marguerite comme un lieu de mémoire, mais digne de nos parents qui se sont battus. Je le répète, vous allez peut-être penser que c'est de la répétition, mais c'est vraiment c'est notre fer de lance, c'est l'ADN de l'association, faire en sorte que
qu'on donne à nos parents qui ont été victimes de l'esclavage la grandeur qu'ils méritent. C'est pas possible que nos parents soient maintenus dans cette situation. Il faut aller voir le site de l'Ancêtre Marguerite aujourd'hui. Justement, Et vous proposez de le découvrir. Exactement. Alors, pas le découvrir parce que ça fait 20 ans qu'on Enfin, découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, ça fait 20 ans qu'on va régulièrement sur ce site de manière justement à être en communion, à être en commémoration avec nos parents, parce que nous avons un format que l'on appelle le Mai des aïeux. Et dans ce format, on a une série de manifestations qui permet justement de pratiquer, de participer à cette commémoration. Donc on attend le 27 mai 2024 l'ensemble de la population guadeloupéenne à nos côtés pour que nous puissions nous retrouver autour d'une commémoration qui va commencer lundi matin à 6h30. Donc on va se retrouver au musée de Gare-Claire. Pourquoi le musée de Gare-Claire? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même le lieu où ont été entreposées pendant plusieurs années, plusieurs décennies, les 272 sépultures. Voilà, et je laisse la parole à Monsieur Tézénas pour nous donner la suite du programme. Dites-nous tout. Oui, bon, je vais tout vous dire. La suite du programme, c'est vrai, on attend les gens, on demande aux gens d'être là à 6h30. 6h30, on va accueillir les gens. Il y aura on va dire ça, des hôtesses pour pouvoir les accueillir, les expliquer certaines choses. Après, on va installer toute notre cérémonie à travers une sorte de totem. On va amener des pierres. On demandera aux gens on va faire une décoration symbolique avec des pierres pour les pèlerins. C'est pas une marche sportive, c'est une marche de pèlerinage. Il faut bien que les gens sachent. Notre rituel, tout est basé sur les 7 rites du cas. Donc, il y aura 7 stations au niveau de la marche. En partant du musée de Gare-Claire, il y aura les 7... les 7... rythmes ? Il y a les 7 caissons les 7 caissons des sépultures qu'on va chercher. Il y aura une cérémonie qui va démarrer déjà au musée de Gare-Claire. Il y aura des scientifiques qui vont expliquer certaines choses que M. Romana a commencé à dire au niveau des ossements, comment ils ont trouvé, dans quel état et plein de choses. Donc ce sera déjà quelque chose au niveau d'information très important pour que les gens qui ne sachent pas découvrent véritablement leur histoire à travers certaines explications par des scientifiques. Après, au début de la marche, on va demander aux gens de récupérer une pierre pour pouvoir marcher pendant les 7 kilomètres. Pourquoi? C'est leur engagement vis-à-vis leur propre aïeux. Et nous, à travers de la marche, il y aura 7 temps d'arrêt. Les temps d'arrêt, c'est pour pouvoir se reposer, se rafraîchir, le vitailler et puis repartir. Après, il y aura un arrêt qui sera très important. C'est l'arrêt au niveau du moulin, qui va avoir une de nos membres qui va expliquer son histoire avec le moulin qui se trouve à Sainte-Marguerite, à La Roche-Pouilly, exactement, qui va expliquer son vraie histoire de sa propre famille qu'il a trouvée en partant de là. Donc tout ça encore, on entre dans l'histoire des Guadeloupéens. Bien sûr que notre marche sera encadrée par des gens qui seront là pour encadrer les marcheurs. Comme je me répète, ce n'est pas une marche sportive, c'est une marche de pèlerinage. Donc, la marche doit durer 1 heure ou 2 heures. Et arriver sur le site de Sainte-Marguerite, il y aura à ce moment-là un temps de repos, de rafraîchissement, de détente. Après, on va commencer une deuxième cérémonie qui est vraiment la cérémonie, on va dire, finale, pour pouvoir entrer en symbiose avec nos aïeux. Donc tout ça va se passer, j'ai vu que vous avez montré à un moment donné la plage de Sainte-Marguerite. Donc on va former une sorte de cercle pour demander aux gens de prendre part de notre cérémonie. Et il y aura aussi des témoignages.
des gens comme Jean-Luc a commencé à expliquer l'histoire de sa famille. Il y aura d'autres personnes qui connaissent l'histoire de leur famille avec les numéros, qui vont aussi expliquer l'histoire de leur famille. Et donc, je pense que c'est quelque chose, on demande à tout un Guadeloupéen qui veut faire ce jour-là une marche importante vis-à-vis l'histoire et vis-à-vis d'eux-mêmes, de prendre part sur notre marche et de venir nous accompagner dans notre marche. Alors, on a montré le site justement plusieurs fois. Il y a des poteaux qui sont peints de plusieurs couleurs. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, nous expliquer un petit peu ce qu'on observe quand on regarde cela? Alors, il y a à peu près 3-4 ans, avant le Covid, 3-4 ans avant le Covid. Le Covid, c'est un repère. C'est vrai que c'est un report temporel maintenant, c'est vrai. Voilà. On a positionné des mâts. Et au-dessus de ces mâts, en tête de mât, on avait des fanions qui symbolisaient déjà la charte de la symbolique de la main. Donc voilà, déjà la symbolique de la main, la symbolique de l'association. Et il y avait 7 mâts. Comme on disait tout à l'heure, 7 est un chiffre symbolique. On dit dans la littérature africaine, on disait qu'il fallait 7 jours pour faire un esclave. Donc, on retrouve 7 rythmes de cas. Tu peux me permettre de préciser juste ça. Juste ça. C'était pour dire que dans la littérature, pour les Africains qui arrivaient en Guadeloupe, déportés, un ecclésiastique bien connu, que nous connaissons tous, le père là-bas, disait qu'après cette déportation de 2 mois et demi, des fois 3 mois, il ne fallait que 7 jours pour fabriquer un esclave sur une habitation. D'accord. Et la Moubayo, dans sa dynamique, a dit que ce chiffre 7, eh bien, la réponse culturelle de résistance, de résilience, a été celle des Guadeloupéens, c'est notre point de vue, a été celle d'inventer les 7 rythmes du cas. C'est pour ça que le chiffre 7 est devenu pour nous le symbole de l'association, un des symboles de l'association, d'où 7 poteaux, 7 kilomètres, 7 arrêts, etc. Donc on retrouvera toujours effectivement le chiffre 7. Et vous verrez bien que les poteaux sont en arc de cercle, mais parce que la notion même du cercle prend sens pour l'association. Vous avez même parlé d'un rassemblement en cercle. Voilà, en cercle, voilà. C'est la terre, c'est la matrice, c'est la maman, voilà. Donc finalement, vous n'avez pas attendu les collectivités, vous avez déjà commencé les aménagements de sites en fait, concrètement. Nous, on a fait avec les moyens qu'on avait parce que nous avons considéré que le site ne pouvait pas rester en l'état puisque scientifiquement, il était prouvé, ce n'était pas une vue de l'esprit, il était prouvé que nos parents avaient séjourné là et étaient morts là. Donc, respect. Toujours respect. Donc, les 7 poteaux et les couleurs. Est-ce que les couleurs ont une signification particulière ou pas? Mais en fait, nous avons évolué à l'association de Moubayo. On avait un premier logo de l'association de Moubayo qui avait ces couleurs-là, qui avait été une proposition d'un artiste architecte du moule et qui avait fait un symbole. Et nous étions partis des couleurs de ce symbole-là, avec la couleur jaune qui manifestait la lumière. En fait, il n'y avait pas une symbolique partie. On n'avait pas, développer trop cette dimension-là. Il n'y a pas à aller chercher de choses particulières. C'était la transcription du logo. Maintenant, il est clair que l'association a fait un autre choix de logo. Pour l'instant, on a un nouveau logo. L'idée, c'était de trouver un logo qui soit le plus facilement compréhensible par le plus grand nombre. Donc, on a un nouveau logo, celui que vous avez fait passer à l'occasion de cette émission, en fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les 7 poteaux, le chiffre 7, et une cérémonie sacrée sur le cimetière d'esclaves de Sainte-Marguerite. Quand je dis sacrée, qui est peu ordinaire, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, et qui est une cérémonie de paix, est une cérémonie de paix avec nous-mêmes. Et dire tout simplement à nos aïeux, eh bien, que nous ne les oublions pas, et que nous les inscrivons dans notre parenté, que nous affirmons leur pleine dignité, et que ce jour-là, le 27, nous leur rendons un hommage sacré. Un mot avant de se quitter, M. Tézenas.
Ben, je demande à tout un chacun, toute la population du Moule et d'ailleurs, de venir marcher avec nous le 27, le lundi 27 mai. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. À partir de 6h du matin. À partir de 6h du matin. Musée de Gare Claire. Musée de Gare Claire. Et par contre, t-shirt blanche ou chemise blanche pour au moins montrer qu'on est un peu solidaire à notre démarche. Et on doit venir avec son cas ou pas? Parce qu'on a vu qu'il y avait plein de cas qui étaient disposés. Non, pas forcément, parce qu'on a déjà, on a peut-être oublié de le dire, on a un maître cas qui va venir quand même faire les 7 rites du cas pour démontrer quand même la richesse qu'ils nous ont laissée. Très bien. Voilà. Et donc, comme nous sommes arrivés à la fin de notre séance de partage avec la population guadeloupéenne, on va terminer par la lecture de la charte. Et là, cette fois-ci, je vais la lire en français. Alors, juste avant, vous dire quand même que c'est l'association Lamoubayo qui a composé. Ce sont les membres de l'association qui ont composé cette charte. Donc, elle vient du cœur. Parce qu'ils ont vécu le martyre de l'esclavage, parce qu'on leur a refusé leur identité et leur dignité d'hommes et de femmes, parce qu'on les a construits dans la division et le mépris d'eux-mêmes, parce qu'ils sont morts souvent sans sépulture et sans rite, parce que leur âme sans considération erre sans repos, parce qu'ils sont tombés dans le gouffre de l'oubli, Lamoubayo. Parce qu'au cœur de l'enfer esclavagiste, ils ont fait briller la flamme de la résistance et de la liberté, parce qu'ils ont inventé les rites et cadences de nos vies, parce que de leurs plaintes, ils ont fait nos mélodies, parce que tout simplement, ils ont su aimer, parce que nous leur devons l'existence. Respect Pouillot. Désormais, nous, arrière-petits-fils et filles d'esclaves, avons décidé de réhabiliter la mémoire de nos parents victimes de l'esclavage colonial, de les inscrire dans notre parenté, d'affirmer leur pleine dignité, de leur rendre un hommage sacré. Fos Banou. Lamoubayo, c'est respect Pouillot et Fos Banou. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau ce soir et de tout le travail que vous effectuez pour qu'on puisse renouer effectivement avec un passé certes douloureux, mais comme vous le dites, ça reste essentiel pour pouvoir avancer. On souligne aussi le travail de M. Romana et de M. Gordien aussi sur le CM98 avec le site Enchoucage. Effectivement, je vous invite aussi à vous rendre sur le site pour rechercher vos ancêtres et on vous invite également donc le 27 mai prochain à partir de 6h du matin au musée Edgar Claire au Moule pour cette journée autour effectivement de nos ancêtres. Il y aura cette marche, une marche pleine de sens autour du chiffre 7, ça je retiens. Et dans beaucoup de cultures, le chiffre 7 est très important finalement et vous l'avez repris. Donc j'invite les téléspectateurs à participer donc à cette marche et découvrir aussi ce site qu'est le cimetière des esclaves de Sainte-Marguerite. Une bonne soirée à vous, on se retrouve demain. Ciao.